Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Les vraies voix sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 19h avec nos trois chroniqueurs. Sabrina Medjber, nous sommes également avec Rémi Ferrand et Pierre Gentillet. Ce sont nos trois vraies voix du jour. Tout de suite, place au grand débat. Le grand débat, comprenez-vous la décision du tribunal administratif qui a suspendu l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen. C'était la volonté du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Cet imam du nord de la France ne voyait pas son titre de séjour reconduit. Il devait partir et être expulsé en direction du Maroc, son pays d'origine, ou plutôt son pays de nationalité d'ailleurs, puisque même s'il est né en France, c'est la nationalité qu'il avait choisie, en tout cas qu'il avait reprise plutôt. Lors de ses 18 ans, le tribunal administratif a donc suspendu l'expulsion aujourd'hui vers le Maroc de l'imam Hassan Iqiyoussen en raison, je cite, d'une atteinte disproportionnée qui serait portée à la vie privée et familiale de l'imam. C'est la décision du tribunal administratif. Pour en parler avec nous, notre invitée Marie-Christine Vergia. Bonjour à vous. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui a pris position dans cette affaire en dénonçant la décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. J'imagine que vous vous félicitez de cette décision du judiciaire aujourd'hui. Tout à fait, mais je voudrais d'abord commencer pour dire que dans notre position, il n'y a en aucun cas soutien à cet imam, mais soutien à l'état de droit et à la façon... Pardon ? Et vous allez répondre, Pierre Gentillet, c'est le cœur du sujet d'ailleurs, le soutien à l'état de droit. C'est l'avocat Pierre Gentillet qui est avec nous, qui commençait déjà à réagir. On va pouvoir vous allez interagir l'une et l'autre d'ailleurs dans ce débat. Donc vous ne soutenez pas du tout la personnalité de cet imam, Hassan Iqiyoussen, vous le dites, et au contraire, c'est l'état de droit qui vous importe. Oui, tout à fait. Nous étions même partie prenante devant le tribunal administratif en soutien de référé liberté qui était porté par l'avocate de cet imam, parce que nous sommes très attachés à l'état de droit, contre l'arbitraire et pour le respect des droits fondamentaux de tout un chacun, parce qu'on considère que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, on prend des risques pour l'avenir de tout le monde, quel que soit son statut, sa nationalité, sa religion. Ou alors ces propos ou ces prises de position passées sur lesquelles on pourra revenir. On a bien compris que vous ne défendiez pas du tout ces propos, mais on reviendra sur les propos. Pas du tout. Nous serions prêts à attaquer chaque fois que nécessaire pour des propos analogues. Alors, comment expliquez-vous, ou plutôt comment interprétez-vous la décision du tribunal administratif qui dit que son expulsion porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale? On a envie de se dire, mais oui, par définition, à partir du moment où on expulse quelqu'un, sa vie privée et familiale est tout de suite transportée dans un autre pays. Non, ça dépend de la situation de la personne. On expulse régulièrement des gens dont la famille est encore dans leur pays d'origine, qui viennent d'arriver en France. Or, ce n'est pas le cas de cet imam. Cet imam est né en France. Son père l'a obligé à garder sa nationalité quand il a eu 18 ans. Il a fait des démarches pour devenir français et celles-ci n'ont pas abouti. Il est père de 5 enfants français et de 15 petits-enfants français. Donc sa vie familiale, il n'y a aucun doute, est en France. Donc pour vous, quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, il ne devrait pas être expulsé puisqu'il a toute sa famille en France? En tout cas, pas sans condamnation préalable, parce qu'on reproche, et sans doute à juste titre, même sans aucun doute à juste titre, un certain nombre de propos tenus par le passé par l'imam. Il y a des enquêtes qui ont eu lieu, il n'y a eu aucune condamnation pénale. Alors, on peut les rappeler, ces propos, justement, pour lesquels il aurait pu être condamné si une action en justice avait été intentée, puisqu'il a un jour qualifié, il y a très longtemps, les Juifs, je cite, d'avares et d'usuriers, ou encore le top de la trahison et de la félonie, sont des propos qui sont recueillis par un article très fouillé du journal Le Figaro aujourd'hui. Il a parlé des musulmans convertis, je cite, ce sont des collabos, chez nous les collabos, on leur met 12 balles dans la tête, tout en ajoutant, ceci étant dit, il est clair et net que l'islam est une religion de paix et d'amour, dans la même déclaration. Quoi qu'il en soit, il a aussi des propos qui sont particuliers. Il y a d'autres propos selon lesquels il dénonce l'antisémitisme et explique que c'est un péché pour un musulman. Donc il est manifestement au moins ambigu, ou alors il a changé d'avis sur certaines questions. Pierre Gentillet.
Alors, vous avez dit c'est le cœur du sujet, l'état de droit. Oui, mais c'est... Je sais vous êtes avocat, c'est logique. D'ailleurs, je me posais la question de savoir si l'interlocutrice est également une consoeur, en plus d'être vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Non, cher monsieur. Non, vous n'êtes pas. D'accord. Vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. D'accord, très bien. Ils ne sont pas avocats. D'accord, ok, non, mais c'était pour précision. Vous êtes la bienvenue dans tous ces... Moi-même, je ne suis pas avocat. C'était pas un propos exclusif. Non, c'était juste effectivement pour savoir, parce que vous avez prononcé en fait le terme adéquat, état de droit. C'est très juste. Nous vivons dans un état de droit, enfin un état de droit qui est assez relatif et qui dépend tout de même parfois de la volonté et de la façon dont les juges interprètent les principes. Il y a un certain nombre d'affaires juridiques, qu'elles soient rendues par les juridictions administratives ou par le Conseil constitutionnel. Je me souviens de l'affaire Cédric Héroux, souvenez-vous, ce passeur de migrants qui, au nom d'un principe sorti du chapeau qui s'appelle le principe de fraternité, a échappé à la condamnation parce qu'il avait fait passer des clandestins sur le sol français. Donc je pose un peu le cadre pour bien comprendre que voilà, il y a des principes juridiques et au nom de ces principes juridiques et au nom de l'interprétation que les juges font de ces principes juridiques, il y a une décision qui est rendue et cette décision, effectivement, c'est la décision conforme à l'état de droit. Mais ne nous arrêtons pas à cette expression et je vais venir à l'affaire et en particulier sur le point clé qui a évité l'expulsion, ou en tout cas temporairement, parce que je rappelle qu'il y a un recours qui a été posé devant le Conseil d'État, et le Conseil d'État se prononcera rapidement, et c'est lui, en dernière instance, qui emportera la décision. Exactement. Mais ici, quel est l'élément... de la décision de fond ultérieurement. Pardon, je vous ai pas entendu. Sans préjuger de la décision. Absolument. Non, absolument. Vous êtes d'accord là-dessus? Je ne préjuge pas de la décision au fond. Je rappelle juste un point de procédure pour dire que ce n'est pas définitif, c'est tout. Maintenant, je reviens à ce que vous disiez, c'est-à-dire sur le fond du sujet pour moi qui effectivement est l'état de droit. Et moi, je pense que l'état de droit, ce n'est absolument pas une notion neutre. C'est au contraire une notion très politique et une notion qui nous vient des penseurs libéraux. L'état de droit, c'est une philosophie qui considère que le droit est au-dessus du peuple et par conséquent au-dessus du peuple et de ses gouvernants. Et au nom de cela, et au nom de l'interprétation que les juges font de certains principes, car ici c'est bien l'interprétation d'un principe, et je vais le nommer, c'est le droit de mener une vie familiale, vie privée, vie familiale normale, qui découle directement de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'accord ? Eh bien c'est au nom de cette interprétation de l'article 8, de par cet article, qui est donc un traité international, que ratifié par la France, effectivement, depuis de nombreuses années, eh bien c'est au nom de ce principe, interprété par nos juges, que l'expulsion a été évitée. C'est donc, effectivement, la résultante de l'état de droit. Mais moi, voyez-vous, et là c'est une question politique, parce que moi je suis un juriste qui considère que tout est politique, absolument tout est politique. Il n'y a pas de neutralité, pardon pour ce terme un peu compliqué, il n'y a pas de neutralité axiologique au droit. Le droit, c'est toujours de la politique avant, et c'est toujours de la politique pendant, une fois que le juge l'applique. Ici, on aurait très bien pu dire, moi il me semble, parce que c'est un propos politique que je tiens là, parce que je pense que tout est politique, il y a le droit du peuple à maintenir son intégrité et son unité face aux gens qui, en l'occurrence ici le peuple français, face aux gens qui le menacent cette intégrité. Et moi je pense que de tels propos, et vous l'avez rappelé, qui plus est effectivement par quelqu'un qui est de nationalité étrangère, devait alors effectivement, dans un état de droit, ce n'est pas possible, mais je devais justifier l'expulsion de cet imam parce qu'il y a des droits au-dessus des droits individuels. Enfin, pas aujourd'hui tel que nous sommes dans l'état de droit, mais j'espère qu'un jour ceci changera. Mais il y a des droits qui sont pour moi au-dessus. C'est le droit du peuple à préserver son intégrité, son identité. Et manifestement, ici, on voit bien que l'état de droit a joué contre le peuple. La réponse de Marie-Christine Vergiat. On va dans un débat qui va largement dépasser le cadre du cadre de l'imam Hassan Hussein. Je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, tout est politique, mais c'est un débat qu'on ne va pas résoudre dans les quelques minutes que nous avons. Je voudrais juste rappeler quand est-ce que la DUDH, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont la Convention européenne des droits de l'homme, est issue. C'est avec plus de garanties d'ailleurs que la Déclaration universelle des droits de l'homme. Elle est issue de la Deuxième Guerre mondiale, des conséquences du nazisme. Je voudrais rappeler que Adolf Hitler a été élu par le peuple. Il a été pris le pouvoir démocratiquement.
La Déclaration universelle des droits de l'homme est là pour fixer des principes fondamentaux qui sont liés à la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Mais la démocratie, elle est dans des cadres, et ces cadres, c'est notamment les droits de l'homme, les droits fondamentaux, pour permettre que, quel que soit le pouvoir en place, on ne mette pas en cause ces droits fondamentaux. Et la deuxième chose, c'est, je vais le faire en résumé, le fameux gouvernement des juges. Moi, je ne sais pas ce que c'est que le gouvernement des juges. Je considère qu'en démocratie, il y a séparation des pouvoirs, il y a l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Et le judiciaire est là pour que l'exécutif et le législatif respectent les valeurs fondamentales de la démocratie. Imaginons, alors c'est une question complémentaire que j'aimerais vous poser pour revenir justement sur le sujet qui nous intéresse, c'est la suspension de l'expulsion de l'imam Hassen Iqiyoussen. J'ai relu les propos, vous les avez vous-même condamnés, il n'y a pas de débat là-dessus, Marie-Christine Vergiat. Imaginons qu'il soit à nouveau condamné pour le même type de propos. Est-ce que vous soutiendriez dans ce cas-là son expulsion ? Non, parce que le droit à la vie familiale sera exactement le même. Il n'y a pas de changement par rapport à... Alors, s'il était condamné, nous sommes contre ce qu'on appelle la double peine. C'est-à-dire que quand quelqu'un est condamné, il est condamné, et que qu'on soit français ou étranger, on n'a pas à avoir des peines supplémentaires. Donc on paye la même amende ou qu'on purge la même peine de prison, mais qu'on ne soit pas renvoyé dans un autre pays quand on n'a pas la nationalité française, quoi, si je vous ai bien compris. Notamment pas quand on a sa vie privée et familiale en France depuis sa naissance. Restez avec nous. Parce que c'est pas n'importe quel étranger, c'est un étranger qui est né en France, qui a certes gardé sa nationalité, mais je redis, apparemment, si j'ai lu les bonnes informations, contre sa volonté, puisque c'est son père qui lui a... Il avait 18 ans, mais effectivement, ça, ce sont plusieurs témoignages semblent le corroborer. Restez avec nous, Marie-Christine Vergiat. Il y a 40 ans. Hein. Effectivement, c'était il y a 40 ans. Qu'il voulait faire le choix de la nationalité française. Et qu'elle ne lui a pas été accordée aussi lorsqu'il l'a redemandé. Restez avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. On va donner la parole à nos autres vraies voix qui sont avec nous, qui trépignent, qui ne sont pas forcément d'accord. D'ailleurs, c'est le principe même d'un débat contradictoire. On est avec Sabrina Medjber et avec Rémi Ferrand en compagnie de Pierre Gentillet qu'on entendait il y a quelques instants. Est-ce que vous comprenez cette décision de la justice française du tribunal administratif qui suspend, j'ai bien dit suspend, cette affaire n'est pas terminée, l'expulsion de l'imam Hassen Iqiyoussen. Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Jean-Marie Bordry. Le grand débat des vraies voix sur Sud Radio jusqu'à 18h avec cette information qui nous est parvenue vers la mi-journée, un tout petit peu après le tribunal administratif qui a suspendu la décision du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin d'expulser l'imam Hassen Iqiyoussen. Est-ce que vous comprenez cette décision? Vous votez sur Twitter, vous nous appelez 0826 300 300. On va vous donner la parole dans un instant. On est avec notre invité qui se félicite de cette décision, Marie-Christine Vergiat. N'exagérons rien quand même. Oui, n'exagérons rien. Vous avez raison. Vous comprenez en tout cas cette décision. Je vous laisserai exprimer votre opinion. C'est à vous de le dire, et pas à moi. Vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme. Nous sommes avec nos trois vraies voix du jour. Sabrina Medjber, vous êtes essayiste, directrice de l'EFSCI. Nous sommes avec Rémi Ferrand, enseignant et architecte. Nous sommes avec Pierre Gentillet, qu'on entendait, avocat au barreau de Paris. Sabrina Medjber, en tout cas, vous, ça c'est clair, vous félicitez pas du tout de cette décision du tribunal? Non, je me félicite pas du tout de cette décision du tribunal. Après, comme me rappelait Maître Gentillet, de toute façon, le Conseil d'État statuera en dernière instance, donc on verra bien quelle sera la décision définitive. Mais moi, je trouve ça absolument scandaleux, évidemment, qu'un prédicateur islamiste, militant, islamiste chevronné, qui en plus le fait de façon tentaculaire avec sa famille et qui officie dans les territoires du Nord depuis près de 17 ans, chère madame, a enrôlé des dizaines de jeunes à l'islamisme radical. Je trouve ça scandaleux que vous, en tant que femme d'ailleurs, puisse soutenir une telle décision au nom du principe rappelé par l'article 8 de la CEDH, c'est-à-dire le droit au respect à la vie familiale et privée. Moi, je trouve ça en réalité
Alors évidemment, il s'agit de l'état de droit et de l'applicabilité du droit en France, même transposé le droit européen, transposé en France, ça c'est une certitude. Mais madame, il s'agit surtout d'une idéologie à combattre en réalité. Vous me faites penser au précepte du très 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 grand prédicateur Kardawi, qui disait la chose suivante: avec vos lois démocratiques, nous vous coloniserons; avec nos lois coraniques, nous vous dominerons. Et quand j'entends vos propos, quand j'écoute le soutien que vous apportez à cet homme, je me dis mais c'est en fait parfait. Défendez pas mes propos, s'il vous plaît. En réalité, vous allez répondre. En réalité, madame, lorsque vous prenez la parole pour défendre cet homme et défendre le respect du droit de sa famille, a fortiori, vous défendez cet homme, madame, puisque vous défendez le droit. Elle condamne ses propos. J'espère bien qu'elle condamne ses propos, étant donné qu'ils sont à la fois sexistes, racistes, misogynes et homophobes, et je rappelle bien, antisémite. Donc moi, je suis assez scandalisée de votre position, je le rappelle, en tant que femme surtout. Et puis, ce que je voulais vous dire, c'est que, en réalité, lui, il doit se féliciter parce que non seulement le plateau lui est servi, tout lui est servi sur un plateau d'argent, on verra de toute façon ce que le Conseil d'État décidera en dernière instance, mais moi, personnellement, je trouve votre position lamentable. La réponse de Marie-Christine Vergiat, la charge est lourde. Moi, j'aime bien que dans un débat, quel qu'il soit, les uns et les autres se respectent. Oui, je vous respecte, madame. Dans ce cas-là, laissons répondre. Absolument. Laissons répondre dans ce cas-là Marie-Christine Vergiat. Je n'ai pas dit à votre prédécesseur qu'il était lamentable, etc., etc. Donc, ce genre de propos, ça ne fait pas partie du débat démocratique. Je vais néanmoins vous répondre, chère madame. Moi, je suis féministe jusqu'au bout des ongles depuis que j'ai l'âge de l'être. Je condamne les propos sexistes, quels qu'ils soient, de toute personne qui est sexiste. Et malheureusement, il ne suffit pas d'être étranger et imam pour tenir des propos sexistes. Je ne suis même pas sûre qu'autour de la table, il n'y en ait pas certains qui soient excessifs, qui soient de cette nature-là. Par ailleurs, je me rappelle d'un certain Jacques Chirac qui expliquait que la place d'une femme était à côté de la cheminée à attendre à servir les hommes. Je me rappelle aussi de tous les propos tenus par monsieur Éric Zemmour. Nous avons bataillé pour faire condamner les propos d'Éric Zemmour parce qu'ils étaient condamnables. Donc, ne me donnez pas des leçons de féminisme. Va pour le féminisme. Revenons ensuite sur on peut aussi parler des propos antisémites, des propos homophobes, etc. Je peux vous donner toutes les décisions, toutes les positions de la Ligue des droits de l'homme sur ces questions-là. Alors, s'il vous plaît, pas de faux procès, pas de mauvais procès. Toutes ces questions-là... je ne fais pas de faux procès, madame. Je vous exprime mon opinion. On les combat sur le fond. Je vous exprime mon opinion, madame. Il n'y a pas de procès d'intention. Ce n'est pas parce qu'on va avoir expulsé un imam que les problèmes de l'homophobie, non, mais ça c'est une évidence, madame. De l'antisémitisme, etc., vont être résolus. Ça, c'est une évidence. Ce sont des combats au quotidien. Et ces combats, ils sont là à mener dans le cadre de l'état de droit. Vous dites, ce monsieur va se féliciter. Vous m'avez cité des propos qui sont des propos islamistes, avec lesquels je suis en désaccord total. Mais je veux vous dire une chose, parce que c'est le fondement même de la position et des raisons pour lesquelles nous nous battons pour l'état de droit. C'est que si nous nous mettons à agir comme les islamistes, ils auront gagné. Ce que nous souhaitons, nous, c'est en toute hypothèse, la démocratie, l'état de droit, les droits fondamentaux, qui sont les piliers de nos sociétés, continuent à être respectés. Alors, s'il vous plaît, pas de faux procès et restons sur le fond de cette question. Mais on y est, madame. Je ne soutiens à aucun moment la position de cet imam, je soutiens juste le respect de l'état de droit. Parce que quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage, je répète, on sait que quand ça commence, on ne sait pas où ça s'arrête. En tout cas, c'est votre raison. Je voudrais juste faire référence
à Martin Niemöller qui juste expliquait très bien cela. On a commencé à chasser les communistes, je n'ai rien dit, ils ne l'étaient pas. Ensuite les sociodémocrates, idem. Ensuite les syndicalistes, ensuite les juifs. Et quand on est venu me chercher moi, il n'y avait plus personne. Voilà, c'est ça la défense de l'état de droit et de la démocratie. Ce n'est pas autre chose. Et je continuerai de combattre l'homophobie, comme la Ligue des droits de l'homme, l'homophobie, l'antisémitisme, le sexisme et toutes les idéologies ou tous les réflexes. C'est une plaie, effectivement. Là, j'aimerais qu'on donne la parole. J'aimerais qu'on donne la parole à Rémi Ferrand, qui a été d'une patience exemplaire. Il faut bien le dire. Il y a tant de choses à dire sur ce cas. Alors moi, revenons au fond du sujet d'ailleurs. Moi, je suis très choqué de la décision de ce juge. Sans être un juriste, je pense que je fais partie des Français qui ont compris qu'il y a effectivement un souci par rapport au droit et des juges qui ne se contentent pas de dire le droit, mais qui ont l'ambition de faire le droit et que ça pose un problème. Et j'ai compris aussi, sans être juriste et sans savoir plancher à Sciences Po en première année sur des concepts de base, mais j'ai compris quand même que état de droit, démocratie, république étaient des choses qui ne se superposaient pas complètement et qui n'étaient pas synonymes exactement les uns des autres. Et effectivement, il y a les droits de ce monsieur. Alors voilà, et peut-être il a des avocats, il a le droit de se défendre, ce monsieur. Mais il y a aussi la souveraineté populaire, il y a aussi le droit d'une démocratie, le droit d'un peuple à se défendre lui-même. Il y a d'autres considérations à prendre et les choses ne se recoupent pas. Et Madame, je ne vais pas vous attaquer parce que déjà, pas de chance, le débat, voilà. De toute façon, vous êtes en minorité dans le débat, donc je vais pas. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est pas une attaque personnelle, mais je voudrais vous dire très sincèrement, en tant que citoyen, la tristesse que j'ai de voir l'association que vous représentez, la Ligue des droits de l'homme, qui a été si importante dans l'histoire de France, qu'on pense à l'affaire Dreyfus par exemple, qui a été si importante, et de la voir embrigadée depuis 10 ans à défendre le CCIF, à faire la marche contre l'islamophobie, à défendre effectivement des choses qui sont indéfendables. J'ai de la peine pour votre association, madame. La réponse de notre invitée Marie-Christine Vergiat. J'ai vraiment pas de chance. Non, vous n'aviez pas de chance. C'est la raison pour laquelle on vous donne. J'ai l'impression d'avoir été piégée, mais bon, c'est pas très grave. Non, madame, c'est le jeu de la pas, démocratie et la pluralité des expressions. Le jeu de la démocratie, c'est aussi des débats équilibrés. Excusez-moi. C'est la raison aussi pour laquelle je vous redonne la parole à chaque fois. Je suis d'accord avec. Excusez-moi, j'ai oublié son nom, le dernier intervenant. Rémi Ferrand qui parlait. Les notions de démocratie, d'état de droit, et je ne sais plus quel était le et de république. Et de république ne sont effectivement pas synonymes, sinon on ne parlerait pas de la démocratie, de l'état de droit et des droits fondamentaux. Mais quant à nous faire le procès habituel, que dès lors que nous défendons l'état de droit pour tous et pour toutes, quel que soit leur statut et leur nationalité, pour les raisons pour lesquelles je ne vais pas répéter, j'ai déjà tout expliqué dans mes précédentes interventions, nous sommes fidèles à notre histoire. Et en tout cas, depuis l'origine. Je rappelle que la Ligue des droits de l'homme a été fondée au moment de l'affaire Dreyfus. Et si nous avions dû écouter les foules qui hurlaient contre Dreyfus à l'époque, nous n'en serions pas là. Nous avons défendu la peine de mort bien avant que... l'abolition de la peine de mort. L'abolition de la peine de mort, pardon. On avait compris, ne vous inquiétez pas. Celle-ci soit adoptée. Elle a été adoptée alors que la majorité des Français étaient pour le maintien de la peine de mort. Donc je suis complètement fidèle à mes engagements. Mon combat, c'est la lutte contre les discriminations, quelles qu'elles soient. Donc toute personne a le droit au respect de ses droits. Et le message... Et c'est juste ce que le tribunal administratif a fait. Nous sommes loin d'être au bout de la procédure, car pour le moment, nous sommes juste sur la question de son expulsion immédiate. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous comprenons la position du tribunal administratif, qui a juste jugé de la situation d'urgence à l'expliquer. Et en tout cas, vous aurez pu le dire sur Sud Radio, et le message sera passé. Juste 30 secondes. Il va y avoir, suite au recours du ministre de l'Intérieur, une décision au Conseil d'État. Ça ne sera pas pour autant fini, parce qu'après, il y aura le jugement de fond. Et je pense que ce débat n'est pas tout à fait
fini et qu'on aura d'autres occasions de discuter de tous ces sujets. Eh bien, si vous souhaitez en reparler sur Sud Radio, vous serez toujours la bienvenue. Comme vous le voyez, vous aurez eu quand même le mot de la fin. C'est la preuve qu'on ne piège jamais qui que ce soit quand on invite qui que ce soit d'ailleurs sur Sud Radio. Non, mais c'est moi qui ai organisé ce débat malgré tout. Marie-Christine Vergiat, merci d'être intervenue sur Sud Radio. Vous êtes vice-présidente, je le rappelle, de la Ligue des droits de l'homme. Restez avec nous. Les vraies voix Sud Radio continuent jusqu'à 19h. On se retrouve dans un instant. On vous donne la parole à vous-même qui nous écoutez sur Sud Radio. Vous êtes nombreux à nous appeler 0826 300 300. Dans un quart d'heure, un cri du cœur, un autre cri du cœur, celui de la sœur de Monsieur Dubois. C'est le journaliste qui est retenu en otage au Mali depuis plus de 500 jours. Sa famille appelle les Français à envoyer une carte postale à l'Élysée juste pour mobiliser l'Élysée et pour que la France fasse quelque chose pour obtenir sa libération. Restez avec nous, on se retrouve juste après le journal.